Allez, bonjour à tous mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'ouvrage Press Start, 40 ans de magazine de jeux vidéo en France et qui traite, comme son nom l'indique, des magazines vidéoludiques sortis en France et donc qui relate 40 ans d'histoire des magazines de jeux vidéo dans notre cher pays. Donc, déjà, première chose, il ne faut pas considérer cet ouvrage comme un recueil d'articles ou d'extraits de magazines, comme on aurait peut-être pu le croire. C'est véritablement un livre avec des mots qui sont imprimés sur des pages blanches. Donc surtout ne pas s'attendre à peut-être quelque chose de plus graphique. C'est peut-être ce que certains d'entre vous ont pu penser. Donc véritablement, c'est fait pour lire et non pas pour regarder. Cette édition collector que j'ai reçue ce matin contient donc l'ouvrage en lui-même et également un second ouvrage plus petit qui lui, il me semble, recense l'intégralité des magazines de jeux vidéo sortis en France. Donc ça c'est vraiment une petite pépite pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo et à la culture vidéoludique. Donc ça, c'est un apport très intéressant. C'est un ouvrage qui est limité à 1000 exemplaires dans son édition collector et qui coûte donc 37,90 €, frais de port inclus. Voilà, écoutez, je propose qu'on s'intéresse au sujet principal, c'est-à-dire ce pavé, puisqu'il fait quand même 382 pages, qui va relater l'histoire des magazines de jeux vidéo en France, et donc qui démarre, l'ouvrage démarre avec quelques exemples de couverture de magazines français, et tout de suite on se rend compte qu'il y avait énormément de magazines français de jeux vidéo. On a tendance à l'oublier parce que ma génération a surtout connu 3 magazines, c'est-à-dire Player One, Joypad et Console Plus, mais évidemment il y en avait avant, il y en avait après, et pas des moindres. Voilà, mais notamment Tilt. Alors, du coup, l'ouvrage va tout simplement dérouler de façon chronologique l'histoire des magazines français. Alors, il y a quelques, on va dire, quelques allers-retours temporels, mais globalement, la structure est assez logique et chronologique. Alors, du coup, je l'ai feuilleté assez rapidement, je l'ai lu en diagonale, évidemment je n'ai pas tout lu dans le détail, mais j'ai retenu quelques passages qui peuvent peut-être servir de mise en bouche si vous êtes intéressé par cet ouvrage. Donc, ça commence par, on va dire, un tournant dans l'industrie du magazine français, puisque il faut savoir que Tilt à l'époque était considéré comme le plus gros magazine de jeux vidéo français, et que une nouvelle génération de pigistes / testeurs / passionnés sont entrés dans le jeu et ont totalement bouleversé la manière de concevoir les magazines, de les rédiger et surtout leur traitement avec les éditeurs. Alors du coup j'ai retenu ce passage là qui s'intitule Des passionnés qui écrivent à des potes, et donc je vais vous lire quelques passages. Donc, ce que résume bien Yann Serra en entretien, selon lui à ses débuts, il ne fallait pas donner des salaires de journalistes à des gens, il fallait donner des salaires à des gamins passionnés par leur truc et qui à la limite se fichaient d'être payés car tout le monde habitait chez ses parents. En plus, il y avait un petit côté star system, on avait notre nom dans la presse, on montrait aux copains. Voilà, et comme le dit l'ouvrage, à contre-pied de ce que proposait Tilt. Il faut savoir que Tilt était véritablement un magazine qui recrutait des vrais journalistes, alors qu'ensuite, évidemment, avec Génération 4, Player One et compagnie, on allait rentrer plutôt dans du, je ne veux pas dire fanzine, parce que c'est pas du fanzine, ça reste des professionnels, mais des gens qui testaient les jeux vraiment sur leur temps libre. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Il y a quelques citations à ce sujet. Voilà, ça c'est aussi intéressant comme passage, je l'ai retenu. Donc c'est HAL qui explique ces critères d'embauche de la période de Console Plus. Soyons clairs, si dans un test on a 5 fautes d'orthographe par ligne, ce qui est à peu près le niveau des journalistes que j'engageais à l'époque, le public, ça ne le gêne pas. Par contre, si vous dites qu'il y a 7 coups spéciaux alors qu'en fait il y en a 8, vous recevez 3000 lettres d'insultes. C'est le problème de la presse spécialisée. La seule chose qui compte véritablement, c'est la connaissance du sujet. Si on écrit bien, c'est un bonus. Et j'ai envie de dire, c'est assez logique finalement, parce qu'on s'adresse à des gens assez exigeants
sur le plan vidéoludique. Ensuite, comme l'affirme Marcus, c'était tout l'inverse de Tilt. À l'époque de Tilt, un lecteur m'a un jour écrit pour savoir comment devenir journaliste comme moi. La lettre était bourrée de fautes d'orthographe. Ma réponse a été donc directe. Pour devenir journaliste dans le jeu vidéo, la première condition est de savoir écrire. Donc ça, tout ça, ça a totalement explosé avec l'arrivée des magazines de type Super Power, hein, comme ici, Player One, donc des magazines peut-être plus indépendants d'un point de vue de l'industrie des magazines. Alors on a aussi un exemple de la journée type d'un testeur de magazine donc, qui commençait à 11h, voire midi. Ensuite, les rédacteurs écrivaient pendant la plus grande partie de l'après-midi leur article. À partir de 19h, ils rangeaient les traitements de texte et commençaient à manger et commençaient à jouer finalement le soir. Alors, ce que j'ai trouvé dommage, c'est peut-être un petit peu sévère ce que je vais dire, mais je trouve qu'il y a une certaine langue de bois à certains moments. C'est-à-dire que n'est pas mentionnée l'idée selon laquelle les tests étaient peut-être un petit peu torchés par moments et potentiellement les jeux n'étaient même pas joués. Voilà, c'est pas mentionné directement, c'est peut-être sous-entendu mais jamais dit clairement. Néanmoins, ils sont honnêtes en disant que les infos partagées dans les magazines étaient parfois approximatives. Donc ils expliquent que généralement, ils cherchaient les infos un petit peu à droite à gauche, sans véritablement les sourcer, en allant piocher également des infos du côté des magazines américains ou japonais, avec parfois des traductions pas très fiables. Voilà, donc c'était quand même il y avait un côté amateur, mais qu'on a tous ressenti évidemment. Voilà, donc ensuite il parle des outsiders, dont j'ai parlé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme intéressant ? Oui, après il parle de l'arrivée de Player One, hein, qui a été effectivement, on peut dire une bouffée d'air frais quelque part, puisqu'on avait un magazine qui s'adressait à son public avec un ton très jeune, très, très adolescent, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? Ouais, les bras de fer avec l'industrie, donc là on les explique. Oui, ça c'est intéressant. Là pour le coup, on peut pas les taxer de langue de bois, puisqu'ils admettent carrément que parfois, sous la pression d'éditeurs, ou du simple fait que des éditeurs publiaient une publicité dans leur numéro, eh bien ils étaient très prudents dans les notes qu'ils donnaient. Alors ça donne ça, je vais vous le lire. La situation était un peu plus délicate, avec les très grands éditeurs, mais restait gérable. Il s'agissait parfois de faire preuve de délicatesse, selon les souvenirs de Mark Andersen. Quand il arrivait qu'un jeu était mauvais et donc démoli dans le joystick, s'il n'avait pas de pub, je laissais complètement faire. S'il avait de la pub, je faisais attention. Il était hors de question de changer la note d'un jeu ou de modifier le test. Ouais, ça c'est la version officielle. Il fallait juste veiller à la façon d'écrire. Comme c'était brut chez les journalistes de l'époque, ils ne savaient pas moduler, trouver le bon côté du jeu en parlant aussi du mauvais côté. Bon, c'est vraiment de la langue de bois là. Il y avait un petit exercice à faire uniquement sur les jeux qui avaient une pub. Ensuite, George Breeze confirme qu'il fallait mieux éviter de critiquer directement certains jeux dans les magazines qui n'étaient pas leaders. Voilà, donc ensuite il donne une anecdote avec Ninja Turtles. Donc en gros il disait que le test de Ninja Turtles ne parlait pas des qualités et des défauts du jeu, mais seulement était très très généraliste, quoi. Il rentrait pas dans le détail. Donc bon, on s'en doutait un petit peu, mais disons que là ils admettent, et là ils disent quand même que selon eux, en France, c'était un petit peu moins vérolé que dans les magazines anglo-saxons ou japonais. Donc ils ont l'air de dire que l'indépendance des testeurs était un peu plus grande en France. Bon, on n'est pas obligé de les croire, mais en tout cas, voilà, ils admettent tout de même qu'il y avait pression des éditeurs, mais ça on s'en doutait. Qu'est-ce que j'ai aussi pris comme mis en exergue ? Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, alors ça c'est assez intéressant, c'est combien gagnent les journalistes et les testeurs. Donc en gros, ce qu'on apprend, c'est que d'après Stéphane Lavoisiard, à la fin des années 80, les rédacteurs mensualisés commençaient à 6 000 francs, soit équivalent 1415 €, pour monter à 10 000 francs, 2350 € comme chef de rubrique.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans certaines grandes maisons d'édition, comme celle de Micronews à la fin du magazine, le rédacteur en chef, Georges Brise, pouvait gagner jusqu'à 35 000 francs. Donc ça, à la limite, bon, on peut dire c'est un poste quand même assez important. Cela dit, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que même les pigistes, en fait, gagnaient plutôt bien leur vie, puisque on se rend compte que, d'après Cyril Baron, vers 94, en tant que pigiste, je gagnais en moyenne 12 000 francs par mois. Ça fait quand même 2600 francs pour un pigiste. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les pigistes, même dans les grands journaux, ne gagnent pas forcément ça. Le feuillet à joystick était payé 250 francs et il y avait entre 2,5 et 3 feuillets pour une page, ce qui est beaucoup. C'était un peu mieux payé que la concurrence. Voilà, donc ça donne une petite idée. Voilà, écoutez, après je vais pas m'attarder, qu'est-ce que j'ai noté en cul? Oui, alors après, évidemment, vient la séquence Future, donc Future qui est un éditeur de magazines bien connu, qui a raflé quasiment tous les magazines de l'époque. Et donc il raconte que tous les anciens, toute l'ancienne génération de testeurs s'est barrée face à un éditeur qui a imposé sa loi, qui était extrêmement dirigiste. Alors du coup, notre ami Julien Chiez s'exprime et il relate sa première réunion après la reprise de PlayStation Magazine par Future. Alors qu'on était numéro 1 en termes de diffusion, on nous a expliqué que ce qu'on faisait n'était pas bon et qu'il allait nous expliquer comment faire. En fait, notre simple mode de fonctionnement était irréconciliable avec ce qu'ils imaginaient eux. Nous n'étions pas assez sérieux pour la boîte. En plus, on était souvent mieux payés et trop mis en avant dans le magazine lui-même. Voilà, donc en gros il raconte que tout le monde s'est barré, tous les anciens testeurs se sont barrés, et voilà, donc ça signait la fin, on va dire, de la grande époque des magazines, ensuite descente aux enfers, et évidemment jusqu'à l'apogée des sites internet qui ont totalement rendu caduque, enfin pas totalement parce qu'il existe encore des magazines, mais en tout cas on fait très très mal aux magazines de l'époque, jusqu'à les faire disparaître pour la plupart d'entre eux. Voilà, écoutez, très rapidement, une petite introduction à un ouvrage qui est fort intéressant, mais encore une fois, ne le prenez pas pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un recueil des tests des anciens magazines. Voilà, écoutez, je vous abandonne et à plus.